député par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait l'objet de plusieurs amendements. Est-ce une légèreté de ceux qui l'ont écrit ou vraiment on ne sait plus quoi dire, quoi? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'amendements, mais on attend de voir quelle sera l'issue par rapport justement à ce qui est en train de se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce sera sans surprise et par rapport justement à toutes les procédures d'urgence qui sont passées comme lettre à la poste au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, fait pour fait, fait et fait. Est-ce qu'il n'y a pas de précipitation? Parce que quand même, pourquoi présenter ce projet de loi, cette révision là, dans la mesure où lui-même, le chef de l'État, il a dit qu'il ne nommera le Premier ministre qu'après les locales. Alors, je crois bien que le président Macky Sall nous a habitués à des procédures d'urgence, en tout cas pour tous les dossiers, en tout cas dans lesquels, en tout cas, il a en tout cas des intérêts qui ne sont pas totalement liés à la marche du pays, mais des intérêts avec des dividendes politiques, quoi qu'on puisse dire. Vous vous souvenez bien justement de la loi du 19 avril portant parrainage, justement, ça a été voté en procédure d'urgence. Il y a énormément de lois ainsi faites qui ont été votées en procédure d'urgence au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, Eliman a parfaitement raison par rapport justement au retour du poste de Premier ministre, par rapport à sa suppression. Donc, je disais que fait pour fait, fait par fait, nous amène à faire une remarque toute faite qui est justement de dire qu'en 2013, si fraîchement nommé, Mme Mimi Touré parlait justement, disait que l'heure était au travail, il faut accélérer la cadence. On a parlé justement de fast track, etc. Donc depuis 2013, on est véritablement sur un discours cadencé, un discours accéléré. Mais qu'en est-il réellement justement des affaires liées justement à la gestion de plusieurs dossiers? Donc on se pose des problèmes. Maintenant, le président de la République, il a battu campagne sans véritablement parler de la suppression de ce poste-là. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse revivre les événements de 62, même si véritablement on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans le même régime, parce qu'en réalité, en son temps, nous étions dans un régime plutôt semi-parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime ultra-présidentialiste. Mais quoi qu'on puisse dire, le pouvoir de motion de censure et le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que en réalité, le président n'est pas également dans des calculs politiques. Parce que, au-delà... Au sortir de l'opposition qui dénonce un peu ce tripatouillage de ce texte. Oui, effectivement. Et je crois bien que tripatouiller la Constitution au Sénégal, c'est devenu pratiquement la règle. Ne pas y toucher, c'est l'exception. Donc, aujourd'hui, si effectivement on sort des élections locales, quand sera-t-il des résultats? Et par rapport à des grandes villes au Sénégal, maintenant, ces résultats, est-ce qu'ils vont déteindre sur véritablement les résultats des élections législatives? Si par extraordinaire, en 2022, au sortir des législatives, on a une Assemblée nationale où l'opposition, en tout cas, occupe la majorité, c'est là où se posera le problème par rapport à un blocage systématique institutionnel qui pourrait se poser au Sénégal, comme du temps de Mamadou Dia et de Senghor, quoi qu'on puisse dire. Parce que si l'Assemblée aujourd'hui est majoritaire, compte tenu des soubresauts que cela peut causer entre véritablement le Parlement et l'exécutif, est-ce qu'il ne sera pas dans les dispositions véritablement de se donner les pouvoirs, d'aller dans le sens de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale? Donc, ça nous amène à nous dire qu'en réalité, il y a toujours des calculs politiques. Et parce qu'en réalité, la charte fondamentale, c'est une charte sacrée, ce n'est ni la Bible, ni le Coran, certes, mais quand même, quand on parle de charte fondamentale, ça dit que ça engage toute la nation. Maintenant, présidence de l'UA, qu'est-ce que ça... En réalité, l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle joue réellement sur le plan international? Quel est l'agenda du président de l'Union africaine? Mais pratiquement absolument rien. Je suis désolé de le dire, parce que l'Union africaine ne pose pas d'acte fort. Et cela, l'interlocuteur de l'Union européenne, l'interlocuteur du monde, je devrais dire, en tant que président de l'Union africaine, il sera la porte-voix de l'Afrique. Je ne dis pas le contraire, mais Evelyne, depuis que nous vivons des événements successifs en Afrique subsaharienne, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, un peu partout, il y a des secousses aujourd'hui constatées. On a vu le problème algéro-marocain. On a vu le problème au niveau justement de certains pays de la CEMAC. Il y a des problèmes en Afrique de l'Ouest avec la présence djihadiste, avec véritablement une succession de coups d'État militaires, mais également de coups d'État constitutionnels. Mais qu'est-ce que l'Union africaine a carrément fait, a carrément posé comme acte
fort sur le plan de la diplomatie africaine et internationale, sur le plan de la géopolitique, sur le plan de la géosécurité. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait par rapport justement à la relance économique du continent, compte tenu justement des impacts négatifs de la pandémie à coronavirus? Tout le temps, on entend parler l'Union européenne. Tout le temps, on entend parler Joe Biden. Tout le temps, on entend parler Vladimir Poutine. Tout le temps, on entend parler Loukachenko. Mais attendez, l'Afrique, quelle est sa place? Ça pose problème. Ce qui veut dire qu'en réalité, il faudrait impérativement que l'on aille dans le sens de donner, en tout cas, une présence beaucoup plus massive à l'Union africaine. Le problème éthiopien est là, avec la rébellion du Tigré. Mais qu'en est-il? Est-ce que l'Union africaine a pesé de tout son poids? On est toujours dans les sanctions économiques, et surtout par rapport à la CEDEAO et certains pays tels que le Mali et la Guinée. Donc, en réalité, je dis que ça, c'est une fausse piste. La présidence de l'Union africaine ne peut en rien imposer au président justement de sonner le retour du poste de Premier ministre. Alors nous allons avancer dans ce débat et parler de la célébration ce jour de la Journée internationale des droits de l'homme. Hier, on célébrait également la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Alors, Monsieur Kane, ce matin, j'entendais un de nos aînés, Alioune Tine. On lui demandait quelle note donnerait-il au Sénégal en matière de lutte, de respect des droits de l'homme. Il avait répondu 10 sur 20. Vous donnerez quelle note, vous? C'est difficile de donner une note. Parce que c'est assez complexe. Oui, pourquoi? Il y a plusieurs formes de droits. On a fait des avancées sur pas mal de droits, sur les libertés, mais on a constaté récemment beaucoup de recul sur les droits civiques, droits civils. Effectivement, encore sur les libertés. Récemment, surtout liberté de marcher. Donc, comme déjà, voyez-vous, il y en a marre qui voulait faire une marche qui a été interdite. Ça, c'est des entraves à la liberté. Au Sénégal, on a connu quand même ces reculs-là. Si vous voyez le traitement de la justice au niveau des gardes à vue, etc., prolongé, ça aussi, c'est enfreindre les libertés et les droits de l'homme dans ce pays. Le traitement qu'on fait des prisonniers dans les prisons qui ne respectent pas aucune norme standard, ça c'est vraiment des brimades contre les droits humains. Donc, sans parler des droits économiques et sociaux, on n'en parle pas souvent, mais c'est ce qui est plus important et déterminant aussi. Le droit à la santé, à l'éducation, le droit à manger à sa faim, etc. Ici, la pauvreté prend encore du large dans ce pays. S'agrandit, prend encore plus d'espace. Voyez-vous, il y a des inégalités qui se développent au Sénégal. Voyez-vous comment la concentration de ressources se fait aujourd'hui? Ce qui explique d'ailleurs toutes ces spéculations qui rendent la vie chère et difficile dans nos villes. Ici, que font ceux qui ont les petits salaires, les travailleurs?